préfère commencer le débat sur qui nous intéresse ce soir à l'occasion de la sortie du magazine Moyen-Orient sur le Maroc. Alors, avant de vous présenter nos intervenants et de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel. Pour la première fois depuis l'indépendance du pays, en 1956, le Parti de la justice et du développement, des islamistes, comme on les appelle ici, dirige le gouvernement marocain. Une première, après les élections organisées... On m'entend au fond ? Oui, je suis dit avant d'aller devant, justement. Donc une première qui fait suite aux élections de novembre 2011. On le verra notamment avec Monsieur Vermeuren, au-delà des relations entre le PJD et le Marzen et le roi Mohamed VI, de nombreux défis se posent aujourd'hui. Le PJD affronte de nombreux défis et devra montrer sa capacité avant tout à gouverner, avant finalement, comme l'a montré le printemps arabe, il est très facile d'être illégitime. Tout d'abord, l'économie. Le Maroc est un pays touché encore par la pauvreté, notamment dans les campagnes, l'analphabétisme, dans un pays où un tiers des 32 millions d'habitants ont quand même moins de 15 ans, c'est quand même pas rien. Et puis surtout, des questions de société. On commente souvent, notamment en France, ces références à la charia. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut quand même être vigilant lorsque M. Benkiran parle de réislamisation de la télévision, confond, il y a quelques jours encore, c'est une anecdote mais peut-être parlante, confond il y a quelques jours la ministre de la Justice belge avec une traductrice et ne lui adresse pas la parole. Le Maroc a dû faire des excuses officielles à la Belgique, où en 2004, M. Benkiran s'était opposé à la réforme du code de la famille. Donc, pour parler de tout ça, vraiment l'épreuve du pouvoir des islamistes au Maroc, j'ai avec moi M. Pierre Vermeuren, qui va nous parler, donc professeur à l'université de Paris 1, qui va nous parler, oui c'est ça Paris 1, maître de conf. Maître de conf, maître de conférence à Paris 1, donc spécialiste du Maghreb. Qui va nous parler du PJD comme une des forces en présence et qui va revenir sur les relations notamment avec la monarchie et le roi. Et ensuite, Khadija Moussenfina qui revient de Tunisie et donc qui va un peu nous analyser, qui va essayer de comparer les situations actuelles en Tunisie après la chute de Ben Ali et la victoire électorale d'Ennahda et le Maroc où certes un parti islamiste gouverne, mais il n'y a pas eu une révolution, entre guillemets, comme il y a pu y avoir en Tunisie. Donc voilà, Pierre, je vous laisse la parole. Merci. On est un peu ennuyé que notre collègue ne soit pas là, mais on commence. De toute manière, je ne vais pas être trop long parce que de toute manière, on convient qu'il faut une place importante pour le débat. C'est vrai qu'on va parler de choses qui sont compliquées et qui donnent lieu à des interprétations extrêmement contradictoires. C'est-à-dire que si vous lisez un peu le débat dans une certaine presse marocaine et que vous lisez ce qui se dit sur le Maroc à Paris, vous avez souvent tendance à vous demander s'il s'agit du même pays. Alors ça, c'est une première interrogation. Deuxième source d'interrogation, ou en tout cas deuxième remarque introductive par rapport à ce qui vient d'être dit, ou par rapport au numéro de la revue que l'on évoque aujourd'hui, donc Géopolitique du Maroc, sous-titré Le réveil démocratique de la monarchie. D'abord, souligner que cette thématique démocratique au sens large, elle est dans le débat public marocain depuis les années 90, et que parmi les premières déclarations ou les premiers textes, en tout cas en vigueur depuis le règne du roi Mohamed VI en 1999, il y avait la thématique du roi citoyen. Donc c'est pas quelque chose de nouveau et qui suit ce que l'on qualifie de printemps arabe et qui en l'occurrence serait plutôt arabo-berbère. Donc thématique du roi citoyen, thématique de l'état de droit, thématique d'un éventuel réveil démocratique. Il faut souligner tout de suite l'antinomie des termes. Un réveil démocratique d'une monarchie dont on sait très bien qu'elle est extrêmement puissante
et qu'elle est plutôt dans l'ordre de la monarchie peut-être moins absolue qu'elle ne le fut, mais malgré tout c'est un pouvoir qui est en surplomb de la société marocaine et de la constitution marocaine elle-même. Donc on ne peut pas galvauder les termes, et il faut faire extrêmement attention à leur usage. Et autre terme qui vient d'être employé, le terme de charia. Bon, c'est un terme finalement sur lequel personne n'est d'accord et personne finalement ne comprend grand-chose, surtout quand on écoute ce qui se dit à Paris sur la question, mais enfin je pense qu'ici on a affaire à un public beaucoup plus averti. Je dirais que la charia, ou en tout cas un certain nombre de stipulations de ce qu'on appelle la charia, notamment dans le domaine du droit civil ou d'autres domaines d'ailleurs, elle est largement en vigueur dans la législation marocaine. Donc c'est pas le PJD qui, autrement dit, ça fait beaucoup de paradoxes, c'est pas le PJD qui pose la question de la charia au Maroc, ou de ce qu'on appelle grossièrement la charia, et c'est pas le roi, ou en tout cas c'est pas le printemps arabe, en tout cas aujourd'hui, qui pose la question du vocabulaire, du vocable, et notamment de cette question démocratique. Donc voilà, c'était juste une petite introduction pour dire que on m'a demandé de parler aujourd'hui, de faire un peu le bilan d'un gouvernement très très jeune qui s'appelle le gouvernement du PJD, qui n'est pas du tout un gouvernement du PJD parce que le Premier ministre Ben Kiran est bien sûr un homme du PJD, c'est même le patron, mais c'est un gouvernement de coalition qui est une coalition politique dont le Maroc a le secret, puisqu'on trouve des forces qui a priori étaient contradictoires, voire même carrément antinomiques, voire ennemies, puisqu'on trouve dans ce gouvernement des gens de l'Istiqlal, c'est-à-dire le parti nationaliste historique qui a combattu le protectorat français. On trouve les anciens communistes qui eux-mêmes avaient combattu le parti de l'Istiqlal. On trouve les héritiers du mouvement populaire, du mouvement national, pardon, qui sont, pour faire vite, des notables berbères au service du palais depuis la fin des années 50, et qui eux-mêmes combattaient historiquement l'Istiqlal. Et puis on trouve enfin maintenant donc le PJD, qui est quand même la force dominante de ce gouvernement, et qui lui, je dirais, combat à la fois toutes ses forces. Donc c'est un attelage très complexe qui dirige aujourd'hui le Maroc, sous la tutelle du palais et du roi, et donc c'est un petit peu ce dont on va parler. Alors je voudrais commencer par évoquer les marges de manœuvre très limitées, ou en tout cas limitées, du PJD, le Parti de la Justice et du Développement, qui dirige aujourd'hui le gouvernement marocain. Pourquoi est-ce que je dis que ce mouvement politique aujourd'hui a des marges de manœuvre limitées ? D'abord parce que le roi demeure tout puissant. Il y a eu une réforme constitutionnelle, on a un nouveau texte constitutionnel qui a largement amendé l'ancien, qui a été adopté il y a 1 an maintenant, pratiquement, enfin le 1er juillet par référendum, et qui est donc en vigueur. Or, d'après ce texte, le roi reste bien sûr inviolable, et il a des pouvoirs constitutionnels tout à fait considérables, puisqu'il préside le conseil de gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif. Il préside l'instance qui régule la justice marocaine, ce qui est l'équivalent du Conseil supérieur de la magistrature, si vous voulez, ici. Il dirige l'armée. Il est le commandeur des croyants, c'est-à-dire qu'il a quand même le monopole d'interprétation de l'islam, à travers notamment le monopole d'édiction des fatwas ou de reconnaissance de la validité des fatwas qui seraient émises par tel ou tel ouléma. Et puis il nomme aussi aux emplois clés, alors dans la haute fonction publique c'est évident, mais surtout à la tête des organismes publics qui sont très nombreux au Maroc, parce que le Maroc a été semi-étatisé dans les années 60-70, et l'héritage demeure considérable avec plus de 700 sociétés ou entreprises ou organismes publics. Et pour vous dire à quel point la marge du gouvernement actuellement évidemment est étroite, il suffit de se reporter à un dossier assez précis qui a été dressé par l'hebdomadaire Tel Quel il y a quelques semaines.
Alors il est vrai que ça n'était pas précisé dans la Constitution, mais que 2 articles de la Constitution avaient dit qu'il y aurait donc en Conseil du gouvernement une partition des rôles et des nominations entre le gouvernement, le Premier ministre, et le palais. Et lors du premier Conseil des ministres qui a eu lieu au début de l'année 2012, cette partition a été établie. Et vous voyez, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, on pourra y revenir. Ici, les organismes dont le roi nomme directement la tête, si je puis dire, et puis ici, alors ceux du gouvernement, en vert. Et en réalité, évidemment, tout ce qui compte, je dirais, notamment sur le plan économique, ou sur le plan opérationnel, ou sur le plan international, reste dans les mains du roi. Et en revanche, le gouvernement, donc actuellement dirigé par le PJD, se retrouve avec de très nombreux organismes sociaux notamment, qui évidemment dans les circonstances, ou plus exactement dans le panorama marocain actuel, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit la question des retraites, sont des choses quand même, pour parler en français vulgaire, on disait c'est une somme de patates chaudes, hein, ce sont des choses très compliquées à gérer, et qui ne rapportent pas grand-chose et qui ne permettent pas non plus l'investissement. Donc le gouvernement aujourd'hui est confronté à un roi qui reste tout puissant. Deuxième problème, le PJD ne représente qu'une fraction des islamistes marocains, en termes d'individus et en termes de force politique et d'orientation idéologique. Le PJD a été créé, à ma gauche, Khadija pourra vous en parler mieux que moi, mais ce petit parti politique a été créé sous les auspices de Driss Basri à la fin des années 90, 1997-98, et c'était une manière pour Basri et Hassan II à l'époque d'essayer parce qu'ils avaient très bien compris qu'une menace était née à l'intérieur de la société marocaine, et qu'à l'époque où à Paris on disait il n'y a pas d'islamistes au Maroc et il n'y en aura jamais parce que le roi est le commandeur des croyants, Basri évidemment ça fait 15 ans qu'il luttait contre cette force politique et ils étaient payés pour savoir qu'elle représentait un danger potentiel. Donc pour lui donner une sorte de voie de respiration, il a créé le PJD. Et le PJD, donc, j'y reviendrai tout à l'heure, est progressivement devenu une force politique admise sur la scène politique marocaine. Mais il y en a beaucoup d'autres. On peut dire que le PJD, il représente peut-être son électorat, c'est la petite bourgeoisie des fonctionnaires pieux, peut-être des commerçants, des professeurs, des fonctionnaires, des médecins, petite bourgeoisie urbaine, qui n'est pas très nombreuse, vu la nature de la structuration de la société marocaine. Mais je disais donc qu'il y a d'autres forces islamistes, il y a notamment la fameuse association Justice et Bienfaisance, El-Adl wal-Ihsan, qui elle est plutôt un islam de type, enfin en tout cas au niveau de l'héritage de nature confrérique. Il y a d'autres confréries par ailleurs. Mais enfin les confréries ne sont pas islamistes, mais là on a une conjonction un peu étrange entre les deux phénomènes. Il y a les salafistes d'obédience wahhabite, dont on sait très bien qu'ils sont très importants, puisque au lendemain des attentats de 2003, quand le gouvernement a fait le compte des mosquées pour voir qui parlait dans les mosquées et qui les dirigeait, à l'époque il s'est rendu compte que plus de la moitié des mosquées étaient tenues par les wahhabites. Alors évidemment, entre-temps, le ménage a été fait, mais enfin, j'imagine que ces gens n'ont pas totalement disparu. Bon, il faudrait aussi parler d'une contestation très souterraine d'obédience chiite, qui est quelque chose de peu connu et certainement de beaucoup moins important évidemment, mais enfin suffisamment important pour que ça crée des problèmes dans les migrations, notamment en Belgique, et pour que le Maroc ait rompu les relations avec l'Iran. Bon. Et puis il y a d'autres forces d'opposition. Il y a d'autres forces d'opposition, il y a les laïcs, ceux qu'on a appelés un peu... enfin, évidemment, c'est un collectif, toute la mouvance du 20 février, malgré tout... Alors, une fois qu'on a enlevé les gens d'Al-Adl wal-Ihsan, qu'on a enlevé un certain nombre de mouvements de gauche ou syndicaux, ou syndicalistes, il reste des gens qui sont laïcs. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont dans les grandes villes, surtout à Rabat et à Casablanca, mais il y a une petite poignée de laïcs et de militants qui sont connus d'ailleurs. Et puis il y a toute la mouvance berbériste, qui elle aussi est suffisamment forte pour qu'on ne l'autorise pas à se constituer en tant que telle. Et vu ce qui se passe en ce moment
dans un certain nombre de régions, et notamment dans le Rif, mais aussi dans le Sud, il y a des raisons de penser que, et puis aussi au niveau universitaire depuis longtemps, il y a beaucoup de raisons de penser que cette force potentielle d'opposition existe bel et bien. Donc le PJD, c'est une... Alors si je rajoute l'USFP, la gauche, les syndicats, etc., le PJD, c'est une petite partie, une fraction donc de l'islamisme marocain. Et il a une base, troisième point, il a une base électorale très étroite. Je vous disais que socialement c'est assez typé, mais la base électorale, on peut l'estimer à 1 ou 1 200 000 personnes, les électeurs, les gens qui ont voté pour ce parti. Donc sur 32, moi j'aurais tendance à dire 35 millions d'habitants, bon, sachant que l'immigration n'a pas voté, ça fait, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour un pays qui a obtenu 27% des voix. Mais ça s'explique par le fait que les adultes en âge de voter représentent à peu près, je parle pas de l'immigration, je parle des gens qui sont au Maroc, les adultes en âge de voter sont à peu près 22 millions, mais il y a 11 millions d'inscrits. Sur les 11 millions d'inscrits, il y a eu 5,3 millions de votants, à peu près. Et il y a eu 20% de votes blancs, ou nuls. Et donc il reste, les gens qui ont voté, qui ont participé au processus électoral, c'est 4 200 000 personnes. Le PJD en ayant eu 27%, il reste 1 200 000 personnes. Donc c'est une base politique réelle, mais malgré tout, pour s'affronter au Marzen, c'est une base étroite. Voilà. Et donc ça, tout le monde le sait. Les gens qui dirigent le PJD sont bien payés pour le savoir, mais le palais le sait aussi. C'est pas un mouvement qui est capable de rassembler des millions de personnes derrière lui. Donc, c'est un parti évidemment aujourd'hui qui est le premier parti sorti vainqueur des urnes, mais par rapport à la masse des gens qui n'ont pas de carte électorale ou par rapport aux abstentionnistes, ça reste... en fait, le phénomène massif de la société marocaine aujourd'hui, c'est qu'elle est dépolitisée, c'est qu'elle ne participe pas au processus électoral. N'a pas de carte ou ne vote pas. C'est ça le phénomène massif, beaucoup plus que la réalité d'un PJD qui dirige aujourd'hui le gouvernement. Alors, à partir de là, donc deuxième point de ma présentation, quelles seraient les stratégies politiques des deux acteurs en présence au début de ce nouveau gouvernement qui va diriger probablement le Maroc pendant plusieurs années et qui le dirige depuis le début 2012. Alors je dirais pour le palais, pour ce qu'on appelle pompeusement le Marzen, c'est-à-dire l'appareil d'État qui est la ligne rouge de ce pays depuis au moins le début, enfin depuis au moins le 19e siècle, pour ne pas remonter plus loin. L'appareil du roi avec ses grandes familles, sa structuration religieuse et politique qui gravite autour du roi, et évidemment avant du sultan. Quel est l'intérêt de traiter avec le PJD et de le faire venir finalement à la tête du gouvernement? On me dirait c'est les élections. Oui, mais enfin ils auraient pu se débrouiller pour qu'ils n'arrivent pas, et ils sont arrivés là. Donc, alors, c'est intéressant. Alors, il faut rappeler que, encore une fois, la légalisation de ce parti a été faite à l'initiative du ministre de l'Intérieur il y a une quinzaine d'années, et qu'il y a eu une stratégie de long terme. C'est-à-dire que le PJD, il s'est présenté une première fois en 1998, il a eu 7 députés, si ma mémoire est bonne. Ensuite, il s'est présenté en 2002, il a eu 35 députés. Alors je me rappelle à l'époque, je rentrais du Maroc et puis j'avais eu un coup de fil de la MAP pendant très longtemps, pendant plus d'1 heure. Ils voulaient absolument me faire dire que c'était merveilleux qu'au Maroc il y ait des islamistes qui soient représentés. Et je leur avais dit oui, mais évidemment ça sous-entend que comme c'est une force d'opposition qui monte, un jour ils vont être l'opposition, puisque toutes les forces politiques étaient au gouvernement. Et c'était dans la nature des choses. Mais à l'époque, il ne fallait pas le dire, même si c'était déjà quelque part écrit. Ensuite, en 2007, ils ont eu 46 députés, et donc en 2011, ils en ont à peu près 130, je crois, ou 107, 130, je ne sais plus, peu importe, et donc ils sont le premier groupe parlementaire, et donc, je dirais, au-delà de l'immédiateté et des enjeux liés aux événements du monde arabe l'année dernière et du Maghreb, il y a donc une stratégie de long terme de la part du Marzen d'intégrer cette mouvance politique et de l'amener donc à la tête du gouvernement.
Bon, à court terme, il s'est agi évidemment de sauver le système. Parce que, alors écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est Ben Kiran lui-même. Et dans ce numéro, en plus, c'est écrit, donc j'ai pris la page 28 et j'ai retrouvé une déclaration de Ben Kiran. Alors c'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai, mais en tout cas, le fait qu'il le déclare comme ça, c'est quand même assez significatif. Ben Kiran parle dans une édition de Tel Quel du 22-29 octobre 2011. Nous n'avons pas soutenu le mouvement du 20 février, car nous avons senti que la monarchie était en danger. Après la fuite de Ben Ali le 14 janvier 2011, la chute de Moubarak le 11 février, si nous étions descendus dans la rue ce 20 février, peut-être qu'on n'aurait plus de monarchie aujourd'hui. Nous avons donc décidé de ne pas manifester. J'ai été l'un des rares leaders politiques qui ont dit qu'il faut du changement, mais sans mettre la monarchie en péril non plus. Bon. Donc, alors ça c'est une libre interprétation de Ben Kiran. Il est un fait que le PJD n'a pas participé, comme tous les grands partis politiques officiels, aux manifestations du 20 février, et que ça a été évidemment quelque chose de très positif, comme il est dit là, pour la monarchie, mais malgré tout, il y avait quand même une contestation d'ampleur considérable dans les rues et dans de grosses fractions de la population, et le fait bien sûr d'organiser cette seconde alternance après la première alternance de 1998 qui avait amené les socialistes de l'USFP au pouvoir, ça a permis peut-être de sauver le système. Ça permet aussi pour le Marzen de décharger la colère contre l'ancien gouvernement, parce que l'ancien gouvernement dirigé par l'Istiqlal et notamment par Abbas El Fassi avait été conspué dans les rues, dans les manifestations. Il s'était montré particulièrement servile à l'égard du roi, puisqu'il avait dit mon programme c'est celui du roi. Et en même temps, il y avait eu des affaires compliquées qui avaient attiré sur lui beaucoup de colère. Donc le fait de le démettre et de nommer à sa place un ministre du PJD, c'est quelque chose qui est positif aussi pour le Marzen, dans un contexte très délicat, parce qu'au-delà des manifestations du 20 février, le Maroc est secoué, même si on n'en parle jamais ici, depuis 4 ans, par des manifestations provinciales, locales, régionales, qui éclatent tous les mois ou tous les 2 mois. Ça a commencé à Sefro, à Tantan, au Sahara, et ça continue depuis plusieurs années actuellement dans le Rif, notamment, et puis même ça déborde du Rif, à Taza, à Tiznit, etc. Donc, et même dans le sud du Sahara. Après que le Nord a été frappé. Donc il y a des émeutes, il y a une contestation qui est liée évidemment à la crise économique mondiale qui est très forte, qui pousse très fort sur le Maroc, comme sur la Tunisie en son temps et aujourd'hui encore. Bon, et donc pour le Marzen, le fait que le PJD dirige en ces temps troublés, c'est pas quelque chose de négatif non plus. Je rappelle que le gouvernement Abdallah Ibrahim avait endossé la répression du Rif à la fin des années 50 et qu'il en avait été très très violemment discrédité, notamment dans le nord du pays. Et puis enfin, il s'agit aussi de peut-être de réduire le PJD en lui donnant des responsabilités, de l'enserrer dans les bras du Marzen, mais aussi peut-être de montrer que les islamistes n'ont pas de solution. Un des grands slogans de l'islamisme, c'est l'islam, c'est la solution, c'est très connu, mais là la solution, évidemment, elle va être très difficile à trouver face au contexte de crise, face à l'appareil d'État tout puissant, et aussi face à ce qui apparaît comme une sorte de contre-gouvernement des conseillers du roi, qui, au sein du cabinet royal, ont un rôle tout à fait central sur les affaires internationales et économiques notamment. Alors maintenant, pour le PJD, quel est son intérêt d'arriver aux affaires dans ces conditions ? Tout ça, ils le savent, évidemment, ils ne sont pas idiots. D'abord, je crois que c'est important pour eux, ils ont joué la carte du légalisme il y a longtemps, depuis plus de 15 ans, et c'est important pour eux de conforter leur légalisme. On le voit là dans la phrase, dans la citation de Ben Kiran, parce qu'à la fois il dit une vacherie en disant que la monarchie a été menacée, et en même temps il dit grâce à nous, nous on a voulu sauver le système. Donc il joue le jeu. Et c'était pas évident. Au lendemain des attentats de 2003 à Casablanca, un certain nombre de conseillers du roi voulaient liquider le PJD, parce qu'ils en auraient profité pour faire une grande purge dans l'islamisme marocain. Mais donc il y a toujours un soupçon qui pèse sur le PJD. Puis il y a à nouveau eu un attentat l'année dernière à Marrakech en avril 2011.
Et dans ce contexte-là, on se disait aussi, finalement, les islamistes, une nouvelle fois, vont être montés du doigt. Et ce légalisme affiché donc par le PJD, c'est quelque chose donc qui est important parce qu'ils veulent jouer le jeu politique. Ils veulent le jouer pour différentes raisons certainement. Une des réponses très simples, très pragmatiques, c'est ça fait plus de 40 ans que un certain nombre de leaders font de la politique. Et il faut bien au bout d'un moment arriver au pouvoir. Les gens qui ont fondé la Shabiba Islamia dans les années 70, ils sont, parmi eux Ben Kiran et d'autres, il est évident qu'il y a un besoin ou une envie d'arriver enfin aux affaires. Et de ce point de vue-là, ça rappelle un peu l'USFP, qui n'avait pas connu le pouvoir pendant plus de 35 ans, entre 1959 en gros et 1998. Là, on a un peu ce timing des 40 ans qui fait que les gens, au bout de 40 ans d'opposition, sont quand même un peu calmés, entre guillemets. Et puis évidemment, pour le PJD, se remettre dans le bain dans une dimension beaucoup plus large, qui est le printemps arabe, parce qu'ils ont vu que partout où ont été élus, là où il y a eu des élections, des mouvements islamistes, que donc il faut en être, si je puis dire, qu'il faut rivaliser avec Nahda, avec les frères musulmans en Égypte, et puis peut-être profiter de l'occasion aussi, parce qu'on a vu d'ailleurs que le ministre des Affaires étrangères marocain qui est islamiste s'est précipité à Tunis, bien sûr, et avec l'idée que si demain, puisque c'est vraiment demain que ça se passe, les islamistes gagnent les élections en Algérie, il y aura donc une sorte d'international qui pourrait donc transformer les affaires, en tout cas du Maghreb. Bon. Donc il faut mieux en être que ne pas en être, autrement dit. Alors à partir de là, et je terminerai par là les scénarios, ils sont pas très nombreux. Il y a d'abord l'option de l'étranglement ou de l'impuissance du PJD. Parce que d'abord ils ne peuvent actionner qu'une petite partie des manettes de l'État. Deuxièmement parce qu'ils sont dans une crise économique très importante. Enfin, c'est pas eux qui y sont, c'est le Maroc. L'économie marocaine, elle est tenaillée par une crise économique très importante, avec une dette qui vient de remonter à 500 millions de dirhams, c'est-à-dire à peu près 50 milliards d'euros. Je rappelle que le PIB marocain dépasse un peu les 80 milliards, donc ça fait une dette de près qui approche les 60% du PIB, alors que cette dette avait fortement diminué dans les années 90 et même au début des années 2000. Donc la dette remonte avec une configuration internationale catastrophique. Je ne vous fais pas un point sur ce qui se passe en ce moment en Europe et sur la situation en Espagne, qui est un partenaire très important du Maroc. On ose dire que la France va avoir bientôt la même chose, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les investissements extérieurs diminuent, que les revenus financiers liés au tourisme, à l'émigration, aux investissements, tous ces indicateurs sont rouges. D'ailleurs, ça concerne la Tunisie et l'Égypte exactement de la même manière. C'est pas propre au Maroc, sauf que le Maroc est très lié à cette question de l'économie internationale. Et puis les investissements arabes, finalement, sur lesquels le Maroc misait beaucoup au début des années 2000, je passe évidemment des investissements arabes du Golfe, se montrent très peu fiables. Tout d'un coup, le Qatar ou les Émirats ou l'Arabie ou une société d'Arabie investissent 5 ou 10 milliards de dollars et puis 3 ans après, ils enlèvent les capitaux sans autre forme de procès. Donc c'est pas fiable. Ils ont en plus beaucoup d'opportunités d'investissement aujourd'hui, les capitaux du Golfe. Donc, du coup, risque d'impuissance économique, risque d'impuissance face à la puissance justement du Marzen. Et donc le risque, c'est qu'il se retrouve à gérer des ministères ingérables. L'éducation, la santé, les affaires sociales, les caisses de retraite sont au bord du chaos avec le vieillissement de la population. Et donc les ministères sociaux risquent de rendre les choses et la popularité du parti très complexes. Du coup, est-ce que c'est le vœu du Marzen ou est-ce que c'est la crainte du PJD de connaître le sort de l'USFP ? Parce que finalement, il y a 10 ans, l'USFP, il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans maintenant, quand elle a dirigé le gouvernement avec Abdelrahman Yousfi, ça s'est terminé en quenouille 10 ans plus tard, et aujourd'hui l'USFP est sorti des affaires et on ne peut pas dire que sa popularité soit au zénith.
L'autre scénario, c'est que face à cette situation, le PJD résiste. Et justement, n'accepte pas et donc fasse de la surenchère ou essaye de conquérir des marges de manœuvre, soit à l'intérieur de l'appareil d'État, soit auprès de l'opinion. Alors, à l'intérieur de l'appareil d'État, il y a un certain nombre de déclarations et d'actes qui ont été posés d'ores et déjà en quelques mois, qui sont tout à fait significatifs. Je parlais de déclaration NAC, je prends une revue qui donne un des points de vue à l'intérieur de l'État marocain, Maroc Hebdo, dont les couvertures sont toujours très parlantes. Alors je l'ai choisi. Alors les paroles, voilà. Les menaces de Ben Kiran, nous le chaos. Les rois ne sont pas toujours bien entourés. Le spectre du printemps arabe plane toujours sur le Maroc. Ça, c'est des déclarations de Ben Kiran d'il y a quelques semaines. Donc il y a une volonté d'exister, au moins par la parole. Et puis il y a des volontés d'exister par les actes, en jouant non pas sur l'hôpital ou l'université, parce que ça c'est la bouteille à la mer, mais sur des choses symboliques. Par exemple, ça c'était un numéro du mois de mars, quand le gouvernement a commencé à sortir des listes de toutes les personnalités marocaines qui bénéficient d'un certain nombre d'agréments. Alors licence de pêche, carrière de sable, fonctionnaire fantôme, agrément de taxi, carrière de marbre, etc., etc. Et donc ils ont commencé à sortir des listes de 700 agréments, je crois, dans les transports. Ils en annoncent d'autres en même temps. Donc ça, il y a des enjeux comme ça qui vous paraissent peut-être anecdotiques, mais qui à l'intérieur du Maroc sont très très symboliques et très forts. Et puis une autre offensive qui a eu lieu en avril sur les radios et télévisions avec le gouvernement, le ministre de la Communication, qui est le plus jeune ministre du gouvernement, qui vient de lancer un pavé d'Alamar en disant qu'il fallait totalement réformer les programmes des chaînes de radio et de télévision marocaines, en diminuant la part du français et en augmentant considérablement celle de l'arabe et de l'amazigh. Du tamazigh. Et les langues tamazigh se voient tout d'un coup donner une place qu'elles n'avaient jamais eue. Alors on voit qu'il y a une tentative en même temps de séduction des mouvements amazigh dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, et puis alors il y a cette tentative du rapport de force inégal, mais malgré tout qu'on va entretenir. Et puis il y a aussi l'option de la démission. Ben Kiran avait dit de toute manière, si je me rends compte que je ne peux rien faire, je démissionnerai. Ça serait évidemment une crise sans précédent, une crise politique sans précédent. On n'en est pas du tout là. Mais on ne veut pas exclure cette option, puisqu'en plus il l'a dit lui-même. Stratégie de communication, stratégie de survie. Ce qui est certain, c'est que personne ne pourra, et je termine vraiment cette fois-ci, mais enfin comme on n'est que deux, on a un peu plus de temps, personne ne pourra faire abstraction de la crise économique, dont on ne parle pas. Finalement, ça fait 3 ans ou 4 ans que la crise est très forte au Maroc, et qu'on la nie. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas eu de conséquences apparemment sur la croissance, mais elle a une conséquence sur l'endettement. Ils le font à la française en quelque sorte, mais en même temps ils n'ont pas les ressources, parce que l'Espagne non seulement n'accepte plus d'immigration et renvoie des migrants, et en tout cas cesse de renvoyer beaucoup de mandats des migrants. On peut étendre ça à l'Europe en général, mais enfin l'Espagne évidemment c'est fort. La question de la dette, la question de l'investissement, j'en ai déjà parlé. Et puis on ne peut pas non plus faire abstraction des événements qui vont se dérouler dans le reste de la région. Inutile de vous dire que ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie, en Algérie est extrêmement incertain. Et le Maroc n'est pas une île. Même si à certains égards il l'est, mais en même temps il est quand même dans la mondialisation, il est dans le Maghreb, il est dans cette partie du nord de l'Afrique et du bassin méditerranéen, et donc il ne pourra pas échapper à des phénomènes d'événements qui ne sont pas encore advenus, mais dont on peut imaginer qu'ils vont être d'une manière ou d'une autre très, très puissants par leurs conséquences. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre Vermeuren. Exposé très intéressant sur le fond du PJD. On a bien compris en quoi, en dépit de sa victoire électorale, c'était un parti qui avait énormément de défis, de difficultés. Le simple fait de dire que il est face à un roi tout-puissant, ou il y a une faction de l'islamisme marocain, ou encore sa base électorale est finalement très faible. Alors, moi j'ai déjà des questions, et je suis sûr qu'il y en a déjà dans la salle, et on y reviendra tout à l'heure. À la fin de votre exposé, vous avez parlé justement de la Tunisie. Ça nous permet un petit peu
faire la transition avec Khadija Moussen Finan, qui revient justement de Tunis et qui va pouvoir nous parler un peu de ce qu'elle a vu et de ce que le PJD peut en tirer. Très bien, merci. Alors effectivement, la question des islamistes du Parti de la justice et du développement au Maroc renvoie à ce qu'on appelle communément aujourd'hui, assez improprement d'ailleurs, le printemps arabe. C'est à la faveur de ce printemps arabe que les islamistes ont gagné les élections là où elles ont été organisées, c'est-à-dire en Tunisie, au Maroc et en Égypte. Alors dans un premier temps, la question qui s'est posée, beaucoup plus en Europe d'ailleurs que dans les pays concernés, était de savoir comment ce vent de liberté et l'ambition de bâtir un régime démocratique a-t-il consacré la victoire de ceux que l'on considère comme des ennemis de la liberté et de la démocratie. Puis rapidement, Tunisiens, Marocains et Égyptiens se sont interrogés sur les compétences réelles des islamistes, leur marge de manœuvre lorsqu'ils gouvernent au sein de coalitions, et à la manière aussi dont on pouvait gérer politiquement le conflit entre islamistes et non-islamistes dans ces pays-là. Alors pour revenir sur ces questionnements, je propose d'approcher effectivement la question des islamistes marocains qui sont portés au gouvernement dans une approche quelque peu comparative avec la Tunisie. Alors dans les deux cas, les islamistes ont été portés au pouvoir malgré eux, même s'ils étaient présents au Parlement au Maroc. Alors moi je dirais peut-être une petite nuance avec ce qui vient d'être dit par Pierre Vermeuren. Moi j'ai le sentiment que le PJD, enfin ayant un peu travaillé là-dessus, c'est pas un sentiment, je pense que il a été créé par le régime, par Hassan II. Ça dépasse peut-être le ministre de l'Intérieur, c'est une volonté du système. Voilà. Alors au Maroc, c'est évident, oui, peut-être. Mais comme Pierre Vermeuren avait beaucoup insisté sur Driss Basri et que c'était la première fois. Alors, au Maroc, le débat et la marge de manœuvre sont contrôlés. Alors qu'en Tunisie, il n'y a pas d'autorité centrale et le débat sur la laïcité biaise la transition et est totalement d'ailleurs inutile à la transition. Dans les deux cas, il y a besoin aujourd'hui d'un consensus pour gérer le politique. Même en Tunisie, on a beaucoup plus besoin d'un consensus que d'une réconciliation nationale. Mais ce consensus suppose des rapports politiques d'horizontalité, alors qu'au Maroc, il s'agit de rapports politiques verticaux, qui viennent donc effectivement, comme Pierre vient de le dire, de la monarchie, du monarque. Dans les deux cas, les islamistes de Nahda en Tunisie et du PJD gouvernent dans des systèmes qui mettent en avant le changement et la rupture, alors que nous sommes, et ça je pourrais le développer beaucoup plus au moment du débat, nous sommes dans une certaine mesure dans la continuité des institutions. Alors pour le Maroc, ça paraît évident, mais pour la Tunisie aussi. Et c'est précisément parce que nous sommes dans une continuité des institutions et pas dans une rupture parfaite que la transition a pu se faire telle qu'elle s'est faite jusqu'à présent. Donc même si nous constatons des situations comparables, chacune d'entre elles obéit à l'histoire politique du pays, à l'histoire de l'islamisme et au soulèvement de l'hiver 2011, aussi bien au Maroc qu'en Tunisie. Alors, autre point commun, c'est que les islamistes de Nahda n'ont pas été les acteurs de la révolution tunisienne en janvier 2011. Pas plus que les islamistes du PJD n'ont été les acteurs du mouvement du 20 février. Alors, non seulement ils n'ont pas participé au mouvement du 20 février, mais Ben Khéran avait appelé à ne pas rejoindre, avait appelé ses troupes à ne pas rejoindre le mouvement du 20 février. Donc, Nahda a pris le train de la transition en marche en se préparant dès le printemps 2011, dès qu'ils ont eu leur parti, l'agrément de leur parti, aux élections.
Donc, je rappelle rapidement que ce mouvement existait depuis 1981 sous le nom du mouvement de la tendance islamique et ils ont été évidemment victimes du système de Bourguiba et de Bourguiba, mais victimes aussi de Ben Ali, puisque quand il prend le pouvoir en 1987, par un coup d'État, l'année d'après, il met en place un pacte national et il associe les islamistes du mouvement de la tendance islamique qui adoptent le nom de Nahda, et une année après, il les exclut de ce pacte national et beaucoup d'entre eux ont été contraints à l'exil. Donc effectivement, Rachid Ghannouchi va s'exiler à Londres. Donc, dans les écrits de Ghannouchi, qui est la tête pensante du mouvement Nahda, dans ses écrits des années 80, l'État islamique est tout à fait central. Il est central, mais ça reste un concept abstrait. On n'a absolument rien sur son organisation. Plus tard, avec l'exil, la confrontation ou la fréquentation aussi d'autres mouvements, comme les Frères musulmans d'Égypte, la lecture d'autres textes, la fréquentation des Turcs de l'AKP ou encore la conversion d'occidentaux à l'islam, le discours va se centrer sur la démocratie. Alors, on a effectivement le même phénomène au niveau du PJD, avec un noyau d'acteurs qui viennent, comme Pierre Vermeren vient de le rappeler, de la Shabib al-Islamiyya dans les années 70, et un mouvement qui était particulièrement violent contre la gauche marocaine, et ils vont comprendre qu'ils ne peuvent avoir une existence politique, aussi bien Nahda que le PJD, qu'à la faveur de l'ouverture politique, celle qui s'opère au Maroc en 1998. Donc, dans les deux cas, ils finissent par comprendre que la démocratie est le meilleur moyen, et sans doute le seul d'ailleurs, d'être dans la compétition politique. Au Maroc, le PJD va se couler dans le moule politique sans se marzéniser. Alors effectivement, on avait beaucoup dit que le PJD s'était marzénisé, qu'il avait effectivement obtempéré à tout ce que lui avait dit la monarchie, mais je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a eu des compromis qui ont été faits, il y en a encore aujourd'hui, mais il a gardé malgré tout son identité, même si aujourd'hui il y a des problèmes qui se posent à ce niveau-là, au niveau de sa base et au niveau de ses relations avec sa base notamment. Alors, au Maroc, il se coule donc dans ce moule politique, et en Tunisie, Nahda continue dans les années 90, dans l'exil, à utiliser les concepts qui ont été utilisés par Maoudoudi et El-Banna, mais les intègre dans un moule nouveau, celui de la démocratie et des droits de l'homme. Alors effectivement, tout le discours des années 90 de Ghannouchi est totalement modifié dans ce sens. C'est-à-dire pas de modification au niveau du contenu, mais on le coule dans un moule différent. Alors effectivement, on parle beaucoup de démocratie, on parle beaucoup de droits de l'homme, mais pas uniquement. Le concept de liberté est très présent chez Rachid Ghannouchi, mais la limite de la liberté, on dirait ici que la limite de la liberté, c'est la liberté d'autrui. Pour les islamistes de Nahda, c'est la vertu. C'est la vertu, et ça se retrouve aussi chez les islamistes du PJD. Un peu comme dans Rousseau, où la vertu est très présente pour justement le contrat social. Alors, leur succès en 2011 est dû à l'image de probité qu'ils dégagent, et aussi à celle de rupture avec les méthodes du passé. Et cela est valable effectivement pour les deux pays. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont été utilisés ici et là, au Maroc et en Tunisie, par les pouvoirs et avec l'aide de l'Occident comme repoussoir. Alors Pierre l'a mentionné, le roi, commandeur des croyants au Maroc,
avait écarté l'hypothèse justement de l'émergence du phénomène islamiste et les avait présentés comme un danger réel. Et en Tunisie, on les a présentés exactement de la même manière. On les a évidemment contraints à l'exil ou emprisonnés. Il ne faut pas oublier qu'on avait 35 000 prisonniers politiques, prisonniers islamistes en Tunisie. Alors effectivement, dans les deux cas, dans le discours de Hassan II comme dans le discours de Ben Ali, implicitement ou explicitement, on disait que le roi commandeur des croyants au Maroc et l'efficacité, entre guillemets, de Ben Ali avaient protégé ces deux pays de la situation algérienne, de la guerre civile algérienne. Alors, au niveau des formations elles-mêmes, il y a aussi des ressemblances. Il y a des ressemblances parce qu'il y a le parti et il y a à l'intérieur de chacun de ces partis un mouvement qui est très important, qui est le mur pour le PJD et qui est la Haraka pour Nahda. Alors effectivement, à l'intérieur de chacun des partis, il y a un mouvement qui est indépendant et c'est au sein de ce mouvement que qu'on confectionne finalement l'idéologie du parti. Et ce sont aussi les membres de ces harakas qui ont été les premières victimes, les victimes du système de Ben Ali. Alors aujourd'hui, les deux partis sont confrontés à la transformation de ce qu'ils étaient, c'est-à-dire un mouvement élitiste en parti de masse. Et la formation de ceux qui ont 50 ans et de ceux qui ont 30 ans n'est absolument pas la même. C'est-à-dire que le rapport au texte n'est pas le même, le pragmatisme et le rapport aux politiques n'est pas le même, et dans chacun des cas, on a effectivement un phénomène générationnel qui est extrêmement important. Alors, il y a un phénomène générationnel qui était déjà sensible au sein du PJD, où on avait finalement 3 tranches d'âge. On avait le docteur Khatib, qui était un homme âgé, qui avait plus de 85 ans, et on avait la génération de Ben Kiran, de Atmeni et de ceux qui sont ministres aujourd'hui, et on avait une génération plus jeune, celle du ministre de la Communication, dont tu as montré la photo tout à l'heure, Khalfi, qui sont beaucoup plus jeunes. Et on se rend compte que les appétits politiques sont différents, les langages sont différents et le rapport aux politiques est tout à fait différent. C'est vrai que les jeunes générations sont beaucoup moins prêtes à faire des concessions, elles ne voient pas de raison particulière à faire des concessions au pouvoir ou d'être patientes. Alors que Ben Kiran disait toujours que les islamistes au Maroc avaient le temps pour eux. Alors en Tunisie, effectivement, on n'a pas tellement de récits sur ce phénomène générationnel, mais on sait qu'aujourd'hui qu'il y a des tensions très fortes au sein du parti Nahda sur les mêmes dossiers que le Maroc. Des points de cristallisation sur lesquels je pourrais revenir, qui sont essentiellement les médias. Et les médias, c'est extrêmement important en période de transition politique. Et non seulement ils focalisent sur les médias, mais ils focalisent sur exactement la même chose, c'est-à-dire le 20h. Le 20h, et dans chacun des pays, ils ont le sentiment que les médias ne les représentent pas. Alors ils le disent très clairement, ils disent qu'ils n'ont pas en arabe de i'lam hukumi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'information gouvernementale. Et ce à quoi les autres en face, les libéraux, les modernistes, vous les appellerez comme vous voulez, leur disent mais vous savez pas de quoi parlez-vous exactement? Est-ce que vous voulez reproduire le système de Ben Ali? Auquel cas, effectivement, vous pouvez nommer qui vous voulez à la tête des chaînes de télévision
ou de radio, mais ça ne se pratique pas comme ça une transition politique. Donc aujourd'hui, on a un bras de fer extrêmement important dans chacun des pays avec les médias. Et on voit que ce phénomène générationnel se retrouve dans ces bras de fer. Il y a eu un bras de fer aussi en Tunisie, un bras de fer très important avec l'Union générale des travailleurs tunisiens, qui est le syndicat. Bon, aujourd'hui, il y a 2 autres petits syndicats depuis la Révolution, mais ce syndicat est très important puisque la Tunisie est le premier pays arabe à avoir eu un syndicat dès 1924. Qui a été en sommeil jusqu'aux années 40, et puis après, ce syndicat s'est beaucoup battu contre la colonisation. Un syndicat qui a été effectivement victime d'une tentative de domestication par les 2 chefs d'État, Bourguiba et Ben Ali, mais il a su effectivement prendre et accompagner à la fois la révolution et la transition. Et donc c'est vrai que Nahda a eu un bras de fer tout l'hiver très important avec l'UGTT en disant que le syndicat devait être inféodé ou soumis à leur pouvoir. Ce à quoi l'UGTT a dit il n'en est absolument pas question. Alors effectivement, la centrale syndicale est très anti-islamiste. Très anti-Nahda par son histoire, par sa composition sociologique, mais aussi par ses méthodes. Ces méthodes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes syndiquées en Tunisie, mais c'est vrai que dans leurs méthodes, ce sont des hommes qui prennent des décisions très tard, le soir, dans les bars, qui boivent énormément, et ce sont des décisions qui sont prises, comme ils disent eux, comme ils le disent en arabe, à coups de bière, et où les femmes n'ont pas leur place parce que ils expliquent ça par le nombre de gros mots qu'ils utilisent et qu'ils utilisent spontanément pour prendre leurs décisions. Donc on voit que c'est un peu totalement incompatible avec Nahda. Mais finalement, Nahda a réalisé qu'il ne pouvait pas gouverner sans le principal syndicat. Donc il y a eu un bras de fer tout l'hiver et finalement ils ont tendu la main à l'UGTT et la réconciliation, elle s'est faite le 1er mai dernier. Elle s'est faite, c'est tout récent, à la marche du 1er mai, à laquelle j'ai assisté d'ailleurs, où ils ont été obligés les uns et les autres de se rejoindre, d'avoir un mouvement de convergence. Alors, effectivement, il y a ce phénomène générationnel qui me conduisait à vous dire un peu tout ça, mais il n'y a plus aussi ce monde mental en partage qu'a été la prison. Donc on est aujourd'hui confronté à d'autres réalités. Et les 2 partis avaient approché le pouvoir. Il ne faut pas oublier, je l'ai dit tout à l'heure, en 1988, en Tunisie, à la faveur du pacte national. Mais ils se sont vite rendus compte que la scène politique était accaparée par le pouvoir de Ben Ali. En 1998, au Maroc, effectivement, le PJD est reconnu, mais ils sont cantonnés dans la sphère du Parlement. Le PJD sert alors de faire valoir à la monarchie qui souhaite donner d'elle-même, comme l'a dit Pierre, une image d'ouverture, mais une image aussi de modernité politique. Mais ce nouveau rapport entre la monarchie et le PJD se fait dans le cadre d'un régime qui continue d'être, comme le disait Michel Camo, caractérisé par le monopole politique du trône. Donc le roi garde la gestion des principaux dossiers et réaffirme par le biais de l'alternance politique de la fin des années 90 son rôle de pièce maîtresse dans un jeu politique dont il continue de définir les règles et au sein duquel il arbitre les conflits entre acteurs rivaux. Alors, dans un premier temps, le PJD se laisse donc exclure du gouvernement, puis, sous la pression de la rue, le mouvement du 20 février,
Des élections sont donc organisées, des élections législatives ont été organisées en novembre de l'année dernière avec 10 mois d'avance sur le calendrier. Et c'est à la faveur de cela que le PJD dirige le gouvernement. Donc dans les deux pays, la révolution tunisienne et son onde de choc au Maroc offrent une opportunité aux islamistes, non seulement pour entrer dans l'arène politique, mais pour diriger le gouvernement. Alors, ils arrivent au gouvernement au Maroc parce que la principale innovation du nouveau texte de la Constitution réside dans la désignation d'un Premier ministre issu de la formation politique qui arrive en première position lors des élections législatives. Alors, Pierre l'a bien dit, ils auraient pu s'arranger pour que ce soit autrement. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Donc Mohamed VI a expliqué que compte tenu de cette modification de la Constitution, là je le cite, le pouvoir exécutif viendra du peuple. Bon, qu'est-ce que ça veut dire le peuple? Est-ce que c'est le roi qui définit le peuple? Est-ce que c'est le roi qui définit aussi la société civile? C'est un peu compliqué. Alors bien sûr cela aurait été vrai si nous étions réellement dans une situation d'équilibre des pouvoirs. Or, il est difficile de croire, et Pierre l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus, que nous soyons dans une réduction des pouvoirs du roi. Donc effectivement, tout le schéma pour lequel ça a été construit, on est en mal de croire qu'il y a aujourd'hui un équilibre des pouvoirs et que le gouvernement a véritablement un pouvoir important. Alors Pierre a dit les raisons, mais j'ajouterai aussi que le roi a mis en place un gouvernement parallèle, pratiquement, avec ses conseillers. Et les principales décisions sont prises au sein de ce gouvernement parallèle, composé de ces mêmes hommes qui ont été mis à l'index par le mouvement du 20 février et ces mêmes hommes dont Ben Kairan disait qu'ils ne travailleraient pas du tout avec eux. Bon, s'ils n'étaient pas islamistes, on aurait pu dire qu'ils ont mis de l'eau dans leur vin, mais on ne peut pas le dire. Donc on peut dire que, oui, je ne sais pas si le thé c'est efficace, ou dans leur petit lait, ou dans ce que vous voulez, mais aujourd'hui, effectivement, il n'est pas étonnant que le PJD ait abdiqué sur de très nombreux dossiers, comme la nomination à des postes stratégiques et tout ce qui a été dit par Pierre, auquel j'ajouterai peut-être qu'il n'a pas réussi à abroger l'article 475 qui permet à un violeur d'échapper à la prison en épousant sa victime. On sait très bien qu'on a eu une fille violée, Amina Filali, elle s'appelle, je crois, qui s'est suicidée parce qu'on l'avait obligée à épouser son violeur. Alors, d'un côté, le roi reste la pièce maîtresse du système et il a mis en place un gouvernement parallèle, donc formé par ses conseillers. Et d'un autre côté, il n'y a pas véritablement un équilibre des pouvoirs. Et donc, le gouvernement est très attendu aujourd'hui sur de très nombreux dossiers. Sur l'augmentation du SMIC, dont il a parlé lui-même dans sa campagne électorale, sur l'intégration de l'Adl wa l'Ahsan dans le jeu politique, dont il a parlé lui-même, sur le dialogue avec les salafistes et peut-être revenir sur la loi antiterroriste mise en place en 2003. Il est attendu aussi sur le rapport complet de l'instance équité et réconciliation qui n'a jamais été rendu public, sur la peine de mort aussi. Alors, bien sûr, Pierre l'a rappelé, il y a des actions positives comme la publication des agréments de transport et je rappelle que c'est très important au Maroc. C'est par ce biais des agréments que le roi Hassan II pratiquait une politique de privilège en réalité. Une politique de privilège. Donc les voir aujourd'hui publiés, c'est une chose qui est très importante. C'est comme ça qu'on a su qu'un prédicateur, Zemzmi, avait eu, un radical d'ailleurs,
avait eu 2 agréments de transport, de taxi ou de bus ou je ne sais quoi. Donc ça permet de voir les déplacements des privilèges. Peut-être qu'ils ne sont pas tombés, les privilèges, mais ils se sont déplacés. Et donc les rendre publics, c'est une chose qui est nouvelle et qui est tout à fait bien reçue. Alors aujourd'hui, comme en Tunisie, il y a effectivement, je le disais aussi, une focalisation sur la moralisation de la société sans que l'on sache exactement de quoi il s'agit. Comment moralise-t-on une société avec comme point de cristallisation les médias, secteur essentiel effectivement de la période de transition. Alors les Marocains ont inventé, alors les Marocains sont très forts pour inventer des termes et des expressions d'ailleurs. Et le PJD a inventé une expression que moi je ne comprends pas très bien, qui est, ils ont voulu revenir sur les festivals en disant que ce n'était pas très bon, que c'était de la perversion, etc. Et puis ils se sont rendus compte que c'était en quelque sorte la danseuse du roi. Donc le roi aimait beaucoup Mawazine et les festivals. Il participait lui-même au casting, enfin pas le casting, mais la sélection de qui va venir danser, Shakira, c'est très bien, etc. Et il paraît qu'il prend... non, mais ça c'est très sérieux. Il paraît qu'il s'y investit réellement. Personnellement, il aime beaucoup ça. Et donc ils n'ont pas pu aller très loin dans ce sens. Donc ils ont dit, bon bah très bien, on fait une séparation entre l'art propre et l'art qui n'est pas propre. Et en fait, on va s'attaquer à l'art qui n'est pas propre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'art qui n'est pas propre? L'art qui n'est pas propre, c'est les spots publicitaires pour les jeux de hasard. Donc, ils doivent disparaître de la télévision. Alors, le roi a dit, bon, finalement, entre Shakira et les spots publicitaires, je vais laisser tomber les spots publicitaires. Sauf que les spots publicitaires, c'est quand même l'équivalent de 2 millions d'euros pour la télévision. Donc, on ne sait pas comment les compenser. Donc, vous voyez que finalement, cette moralisation de la société, elle a aussi des aspects, malgré tout, économiques. Les jeux de hasard aussi. Je crois et que les jeux de hasard. 500 millions d'euros pour l'État marocain. Quand le PJD, des parenthèses, quand voilà. le PJD a voulu qu'on ne présente plus à la télévision les jeux de hasard, le propre roi était un peu embêté parce que c'est quand même 500 millions pour l'État. Voilà. Alors aujourd'hui, au Maroc comme en Tunisie, les islamistes doivent rassurer, sécuriser, gouverner, tout en faisant face à des contre-courants très forts. Ces contre-courants sont dans les médias, ils sont dans la société civile organisée. Le mouvement du 20 février affaibli, l'Adl ou l'Ahsen n'y est plus, mais il est resté malgré tout présent et il fonctionne comme une cellule de vigilance qui se réunit tous les mois. Qui ça, le 20 février? Le 20 février. Le 20 février. Alors aujourd'hui, aussi bien au Maroc qu'en Tunisie, je pense que 8 mois après les élections, qui leur donnent une légitimité à ces islamistes, ils ont malgré tout beaucoup de mal à traduire leur victoire en marge de manœuvres politiques. Ils n'ont pas d'expérience, et Pierre en a donné l'illustration, et ont du mal à passer d'un parti du refus qui a évolué dans la clandestinité à un parti de masse. En Tunisie, par exemple, ils sont confrontés aux élites influentes, que ce soit dans l'administration, que ce soit au sein de l'université, dans les médias, au sein de l'armée, bien sûr, et au niveau de la centrale syndicale. C'est-à-dire que, en gros, leur majorité au niveau des élections ne leur donne pas de marge de manœuvre. Et ils l'ont compris à leur détriment. Mais ils l'ont compris aussi au prix d'un blocage de la vie politique pendant plusieurs mois, au moment où la crise économique et sociale bat son plein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux officiel de chômage en Tunisie est de 27%, et dans la réalité, il est beaucoup plus important. Alors, pour revenir justement aux fonctions du roi, je rappelle juste, parce que c'est d'actualité, le roi a nommé hier une commission pour réformer la justice. Ça date d'hier. Donc, en fait, pour finir, je dirais que dans les deux cas,
les islamistes tirent leur légitimité du changement, alors que nous sommes, à des degrés différents bien sûr, ici et là, dans la continuité des institutions. En Tunisie, l'État a été décapité, mais n'est pas mort, et la transition a été réussie, en tout cas jusqu'à présent, parce que nous n'étions pas dans une rupture franche et totale. Mais il y a une demande très forte de rupture, et les islamistes symbolisent la rupture tunisienne et le changement marocain. Donc comment on va faire pour aller précisément au-delà de ce symbole, sans être réellement dans la rupture en Tunisie et sans être réellement dans le changement au Maroc? Voilà, je vous remercie.